Bonjour à toutes et tous. Il y en a que je connais. Bonjour Ariane. Bonjour Marie-Noël. Bonjour Virginie. Enfin, il y en a plein que je connais. J'espère que je ne vais pas oublier de nom, mais voilà. Alors, on accueille un peu au dernier moment aujourd'hui, mais ça va bien se passer. Voilà. Toc, on laisse juste deux, trois petites minutes le temps que tout le monde se connecte. Enfin, deux, trois petites minutes, c'est même pas vrai, deux, trois secondes. Et hop, tac, il est 11h01. On est tellement en retard pour une fois. Donc, bonjour à tous, Emmanuel Royon, je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Donc, ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro du 11-12 qui sera consacré au label Culture Libre. Donc ce numéro, c'est un numéro qui nous a été demandé sur le petit dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle la parenthèse, que vous connaissez peut-être toutes et tous déjà. L'idée, ce numéro, c'est que vous fassiez la programmation, donc que vous nous suggériez les numéros que nous traitons. Donc voilà, c'est chose faite. En plus, on nous avait dit avec Xavier Caillot et il y a Xavier Caillot, comme quoi, vous voyez, on vous écoute vraiment. Donc, n'hésitez pas à faire vos demandes. Évitez de nous mettre Brad Pitt la prochaine fois. Je ne sais pas si on arriverait à l'avoir, mais on pourra essayer si vous voulez. Donc, l'idée, c'est que je vous donne deux, trois petites règles, même si je sais que là, parmi les personnes connectées, il y en a un certain nombre qui suivent tous les 11-12, donc qui connaissent déjà les règles. Essayez de penser à couper vos micros pour que voilà, ça interfère pas trop avec les interventions lorsque vos collègues rentrent de manière inopinée dans vos bureaux. Si vous mettez les caméras, c'est super pour nos intervenants. Vous êtes bien évidemment pas obligés, mais c'est quand même plus sympa de voir vos visages. Comme ça, on voit si on vous ennuie ou si vous êtes passionné par ce qu'on dit. Je présente aussi ma collègue Juliette Boutin qui travaille avec moi à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Libre et Lecture, qui est sur l'action culturelle et la lecture publique et avec qui j'organise ce numéro depuis maintenant 1 an et demi, presque 2 ans, me disait-elle à l'instant. Pour les questions de ce rendez-vous, alors on n'est pas non plus trop nombreux. Donc ce que je vous propose, c'est que si vous le souhaitez, vous pouvez prendre la parole. Il suffit juste de lever la main avec la petite icône faite pour en bas de la fenêtre Zoom et on vous donnera la parole, bien évidemment. L'idée, c'est que ce soit un numéro interactif, donc encore plus sur ces questions-là. Donc n'hésitez surtout pas. Sinon, vous pouvez vous poser vos questions via le chat. Donc, soit moi, je prends les questions au fur et à mesure quand elles concernent vraiment les parties annoncées et comme ça, on avance dans le numéro. Soit c'est des réflexions qu'on prend à la fin, mais en tout cas, on répondra à toutes vos questions normalement. Voilà, donc il me reste maintenant à présenter le plus important de ce numéro, c'est-à-dire nos intervenantes et intervenants du jour. Donc Xavier Caillot, qui est chargé de mission partenariat à Wikimedia France, pardon, Anne-Marie Delattre, qui est responsable du pôle médiation et accès aux documents aux archives municipales de Lyon, et Marion Jonger, qui est chargée de production pardon, des contenus numériques à la bibliothèque municipale de Lyon. Alors on est très lyonnais aujourd'hui, mais enfin c'est comme ça arrive parfois. Qui ont fait le plaisir d'accepter de se prêter à ce jeu-là parce que leurs établissements ont participé à, ces, à ce label, ont remporté ce label sur différents niveaux. Et Xavier va d'ailleurs maintenant, parce que j'ai été beaucoup trop longue, 4 minutes au lieu de 3, présenter un peu Wikimedia et ce label Culture Libre pour ceux et celles qui ne connaissent pas déjà et pour ceux qui ont besoin de se faire rafraîchir la mémoire comme moi. Merci Xavier. Merci Emmanuel. J'ai juste un souci pour le partage d'écran qu'on me demande Donc, d'installer en fait Donc c'est un- moi qui le mets sur mon ordi, c'est ça? une application. Je pense que ce sera plus rapide. J'ai Ouais. envoyé la présentation au DP via mail si c'est Eh possible. bien, ouais, je suis en train de l'ouvrir. Je vais le Je faire. Faudra vais... juste me dire suivant quand ce sera le Oui, suivant. oui, il n'y a pas de Et voilà. souci. Euh, donc, on a détecté un problème. Bah, nous, on veut pas, on veut juste, voilà. Bon, si j'étais en physique, je vous ferais un petit peu de jonglage, mais je ne le suis pas. C'est pour ça que j'attends juste. Alors, attends, j'ai juste un petit problème pour l'ouvrir. Pourquoi J'en il veut profite pas? pour vous demander et vous remercier de vous renommer afin que je puisse faire l'émargement. Ça y est, c'est bon. Alors par contre, juste Xavier, je pense Oui. que ça a enlevé un peu la... Aïe, 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 je pense que ça a fait Ah, des alors, trucs hyper bizarres. je vais voir si je Bon, peux le mettre en PDF. Je suis désolé, je pensais que ça marcherait mieux comme ça. bah, c'est juste que j'ai des slides vides et je suis pas sûre que Non, volontairement effectivement. il y avait des slides vides.
Et bon, on va improviser un export. Et puis voilà. Euh, Désolé pour ce petit mal Il n'y a pas de contretemps. souci. Alors, j'en profite comme ça, on gagne un petit peu de temps sur la fin. Le prochain numéro, il sera le 12 décembre sur la place de la bibliothèque dans la Cité. L'idée, quand on a construit ces numéros du 11-12, il y a déjà quand même, bah, du coup, je suis arrivée il y a 3 ans, donc un petit peu moins de 3 ans. C'était d'alterner un numéro lecture publique et un numéro patrimoine, sachant que patrimoine, j'ai personne à convaincre dans l'Assemblée, mais ça veut un peu tout et rien dire. Donc finalement, les numéros sont assez larges dans le traitement des sujets. Et puis, au mois de juin et au mois de décembre, on fait toujours des numéros un peu plus transversaux pour aborder voilà, des questions soit qu'on trouve un peu plus rigolotes, soit qu'on trouve très transversales. Donc l'année dernière, il me semble que c'était l'année dernière, on avait fait les droits culturels. On avait fait les... Non, c'était les collections inclusives l'année dernière. Ah voilà, les collections inclusives l'année dernière et les droits culturels l'année d'avant. Voilà, donc cette année, ça sera la place de la bibliothèque, en sachant que bien sûr, ça intéresse toutes et tous ces sujets-là. Et donc, on s'est dit que c'était tout aussi intéressant de faire ça. Et donc, je vais partager mon écran maintenant que j'ai raconté deux, trois trucs. Ouais, c'est le PDF Ouais, normalement, mais c'est bon. Tac. Alors, hop, super. je vais juste essayer de le mettre en plein écran. Hop. Et hop, c'est parti. Il faudra juste me dire suivant. Ouais, pour l'instant, alors je vous ai pas prévu trop de slides parce que je trouve que parfois on fait des indigestions de présentation. Du coup, tout ce qui est la partie Wikimedia France, je vais vous la faire à l'oral. Et puis, si vous avez besoin de plus d'informations, moi, je serai toujours dispo pour y répondre. Globalement, je travaille essentiellement avec les institutions culturelles, donc musées, bibliothèques, archives, CCSTI, un petit peu tout. Dès qu'on a des archives, en gros, des bibliographies, tout ce qui peut enrichir les projets Wikimedia, et en particulier Wikipédia et Wikimedia Commons et Wikidata, qui sont vraiment les trois gros projets qui concernent les institutions culturelles. Euh, L'association dans son ensemble, elle travaille sur différents pôles, la diversité, la francophonie, les aspects pédagogiques de Wikipédia. Donc, on travaille avec les universités, doctorants, chercheurs, même avec des lycées. On travaille sur les aspects de plaidoyer aussi en ce qui concerne la directive des droits d'auteur, parce qu'on est concerné par un ensemble d'articles en tant que grande plateforme. On est comparé malheureusement à Google, etc. Alors que bon, Wikipédia n'a pas du tout le même mode de fonctionnement comme vous pouvez l'imaginer. Et puis, bon, bah moi, voilà, au milieu de ça, je travaille avec sur la question GLAM, l'acronyme anglais de Gallery Libraries Archive Museum. Euh, on inclut évidemment toutes les universités, etc. dans cet acronyme, mais je préfère le préciser parce que dans le mouvement Wikimedia, on emploie énormément cette expression. Euh, Ça, c'est pour le contexte général. Et justement, dans ce contexte d'accompagnement des institutions culturelles dans leur curiosité, voire pratique wikimédienne, on crée différents projets. Et on peut accompagner via des partenariats, on peut accompagner voilà, via des formations, des sensibilisations à comment fonctionne Wikipédia, quelles sont les règles, quel est l'intérêt du coup de telle plateforme dans les missions numériques des agents culturels, parce que c'est une vraie question qui se pose. Est-ce que ce sont juste des outils de curiosité ou est-ce que, au contraire, ils s'inscrivent de manière vraiment culturelle dans le partage du savoir et dans les missions profondes du service public? Euh, et voilà, on accompagne en fait avec différents modes et surtout avec une communauté de bénévoles qui est là pour comment dire, parfois rencontrer des professionnels. Il nous arrive par exemple d'organiser de ce qu'on appelle des hésitatons, donc des journées contributives qui sont organisées par l'institution culturelle où on réunit plusieurs personnes autour de la table pour contribuer sur des thématiques choisies à l'avance, parce qu'on a des images, parce qu'on a des bibliographies, bah, voilà, on a des sources pour créer, voire modifier des articles de Wikipédia. Donc il y a des rencontres entre la communauté de bénévoles et les professionnels qui ne forment au final qu'une seule communauté, mais qui a du coup plusieurs visages. Ça crée beaucoup de richesses, parfois des tensions, parfois voilà des discussions. C'est des choses qui sont souvent explorées nous dans notre univers et dans les journées Wikimedia qu'on organise. J'en profite du coup pour rappeler qu'on organise une journée Wikimedia Culture et Numérique
une fois par an, dont le rôle est justement de présenter tout ça, ses intérêts, de faire des retours d'expérience de musées, d'archives et bibliothèques qui ont déjà mis la main à la pâte au niveau des projets Wikimedia et qui ont aussi travaillé sur les licences libres parce que c'est une question qui est très importante en France, la question de est-ce qu'on ouvre nos collections sous licence libre ou pas, quels sont les avantages, les inconvénients, sachant qu'on a toujours cette possibilité de lever une redevance sur la numérisation de nos œuvres. Donc ça, c'est des questions que nous aussi, sur lesquelles on travaille nous aussi, forcément, puisque Wikipédia, Wikimedia Commons, Wikidata sont sur la base de licences libres, Creative Commons et équivalents. Je pense notamment à la licence étalable, la licence ouverte étalable, les licences ODBL pour les données que un certain nombre d'entre vous devez déjà connaître. Ça, c'est pour le contexte général. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est vraiment la question du label Culture Libre, qui est un label qui a été proposé pour plusieurs raisons. Alors j'ai prévu des slides pour le contexte, mais je veux pas forcément qu'on perde trop de temps là-dessus parce qu'il y a un certain nombre d'enjeux autour de ça, mais globalement quand même, il faut savoir de quoi on parle quand on parle du label. L'open content, c'est un mot qu'on utilise. Je sais que beaucoup sont pas trop pour les anglicismes, mais on l'a utilisé pourquoi? Parce que il renfermait mieux peut-être ce que pouvait représenter ce concept face à la concurrence de mots open et du monde libriste et des licences ouvertes. On a déjà open access lié souvent à l'éducation, à open education, à la science ouverte, donc open science, l'open data qui concerne déjà les données. Alors pourquoi est-ce que les images ne sont pas sous le même régime que les données? Ça, c'est c'est justement la législation de nous répondre. On a créé justement ce terme d'open content pour parler des images, pour parler des documents et des images sous lesquels il y a toujours une redevance. En particulier, c'est vraiment notre objectif. Donc, on parle de la mise en ligne et de la mise à disposition de contenus culturels et patrimoniaux, et même scientifiques évidemment, sans limitation des réutilisations possibles par les internautes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de contrainte sur les partages de modifications, il n'y a pas de contrainte sur l'utilisation potentiellement commerciale, il y a zéro contrainte, si ce n'est le droit français, qui est par exemple le droit moral, en particulier, où on oblige de mentionner l'auteur. C'est ça vraiment ce que recouvre l'open content sur la question des numérisations d'images, de documents librement communicables évidemment. Donc il y a une absence de politique restrictive et on vous a donné un exemple concret ici qui est l'usage commercial compris, mais surtout aussi avec plutôt une bonne qualité. On parle souvent de plateformes avec des vignettes en fait, où on dit bon bah on peut cliquer droit et télécharger, et on voit que finalement quand on grossit ça fait des gros pixels. On va pas parler d'open content chez nous parce que on veut que l'usager soit vraiment au centre de cette mission de diffusion. Et du coup, il faut qu'il puisse réutiliser cette image, qu'il puisse en faire quelque chose, des impressions, une réutilisation, que ce soit un chercheur, un doctorant ou même du grand public. Ce qui fait qu'il faut une qualité minimale. Il n'y a pas forcément de standard préétabli, mais en tout cas, c'est sûr que les vignettes qu'on voit sur certaines plateformes, c'est pas de l'open content. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Pour le contexte juridique, rapidement, il y a eu la loi Walter qui permet du coup cette exception pour le secteur culturel qui permet notamment, elle dit pas que ça, mais elle dit entre autres ça, la redevance, lever une redevance quand on numérise des œuvres du domaine public. Nous, dans notre philosophie, évidemment, en tant qu'association qui partage le libre partage de la connaissance, c'est pour nous un contresens qu'on puisse continuer à vendre finalement des images complètement fidèles d'œuvres qui sont déjà dans le domaine public. Et puis, un an après, il y a la loi pour une république numérique, la loi Le Maire, qui instaure l'open data par défaut pour tout ce qui est données culturelles. Donc là, il y a déjà une distinction entre les images et les données. C'est-à-dire que les métadonnées des images, elles sont dans l'obligation de partage public, alors que les images elles-mêmes sont toujours potentiellement sujettes à cette redevance. On travaille beaucoup sur cette contradiction dans notre discours. En termes de littérature, il y a eu le rapport image-usage de l'INHA qui parle beaucoup des risques de la rétention des images patrimoniales et des conséquences que ça peut avoir. Et du coup, en filigrane, qui parle évidemment des avantages et des bienfaits du fait de partager ces images au public. Il y a une enquête perpétuelle qui s'appelle Open Glam Survey qui liste en fait le nombre des institutions culturelles dans le monde qui ont ouvert leur collection sous licence libre et qui précise les licences. Je crois qu'on peut avancer sur la slide.
En termes de contexte culturel, alors ça, vous le connaissez déjà, mais en termes d'open content, c'est peut-être un peu plus discret. La France a un retard reconnu à l'international, même si parfois on a des marches arrière. Un exemple récent, l'Italie a souhaité imiter la France sur ce modèle de redevance, alors que ce n'était pas forcément le cas avant. On a quand même globalement des pays anglo-saxons qui ont déjà expérimenté depuis bien longtemps ces modèles d'open content. Vous avez peut-être déjà entendu parler du MetArt, du Rijksmuseum, etc. Ce sont des exemples qui sont très souvent donnés à l'international. On a une numérisation globalement, des modèles de numérisation, une pratique des numérisations des collections qui est en retard par rapport à la pratique des médias sociaux. On aime beaucoup faire travailler et faire réagir les communautés en ligne sur X, sur d'autres réseaux sociaux. Pour ce qui est des efforts de numérisation qui ont pourtant des impacts à long terme, c'est un peu plus compliqué. Euh, on a un engagement progressif des institutions renommées ou plus modestes, c'est-à-dire que c'est lent. Évidemment, l'open content concerne une minorité d'institutions, mais globalement, on a différentes tailles d'institutions. Ça va de Paris Musée, Musée Saint-Rémy de Toulouse, en passant par le musée de Bretagne. On peut avoir des petits musées d'associations à condition d'avoir les moyens humains et opérationnels, évidemment, pour mettre en place ces pratiques. Ça ne concerne pas forcément toutes les institutions de France, évidemment. Globalement, une méconnaissance générale, évidemment, de l'open content, de ses process, etc. Et puis, un débat autour de la valeur de l'utilité de l'open data. C'est-à-dire qu'on parle d'open content, mais il y a encore des questions sur l'open data lui-même. Je sais qu'il y a des collectivités voilà, qui comprennent pas trop l'intérêt, qui n'ont pas forcément de retour sur l'investissement dans les plateformes, etc. Donc, elles se posaient forcément la question aussi pour l'open content. Voilà pour le contexte rapide culturel. Maintenant, les enjeux, on va aussi passer assez rapidement sur les enjeux. En fait, tout simplement, nouvelles pratiques en ligne depuis quand même quelques années maintenant. Faut rester pertinent et visible. Les audiences Internet représentent des nouveaux publics quand même pour les institutions culturelles. Parfois très difficile de faire des liens avec elles et puis surtout d'avoir des retours sur les utilisations. C'est un peu une frustration pour les institutions culturelles. Alors je vous dis ça, c'est parce qu'on a créé on a fait un rapport avec l'agence phare en 2022 pour remonter toutes ces informations et on pourra d'ailleurs en reparler plus tard si nécessaire, qui parle des pratiques justement d'utilisation des licences pour la mise en collection, la mise pardon en ligne des collections. Je vais un peu vite. Les nouveaux usages numériques sont incontournables dans la réflexion stratégique, ça vous le savez déjà. Nous, on essaye forcément de travailler avec des institutions qui remettent l'utilisateur au cœur des missions. Je vais la faire très grossièrement, et j'espère que vous allez me pardonner. Plutôt que de vendre des torchons la Joconde, c'est vraiment aller chercher les attentes des utilisateurs. Et puis aujourd'hui, on est là sur 10 ans de libre accès, on essaie de faire le point, est-ce que ça a avancé ou pas? Parce qu'on se pose quand même les mêmes questions qu'il y a 10 ans. Ça peut faire un peu peur. Donc à voir si on a vraiment avancé. Oui, c'était bien d'anticiper la prochaine slide, Emmanuel, merci. Donc, les contraintes, c'est une législation complexe. J'ai même pas parlé de la directive du droit d'auteur européen, en fait, qui préconise une clarté dans les communications et dans la libre communication des œuvres du domaine public, chose qu'on peut pas forcément observer en France. Et du coup, cette confusion juridique et politique qui n'est pas vraiment à avancer. Je pense que ça s'arrêtait là au niveau des contraintes. Voilà les risques. Je vais plutôt aller rapidement là-dessus. Euh, on va dire que il y a une revendication de droit d'auteur qui va priver et qui va brider les usages. En gros, vous avez des valeurs marchandes des images qui sont comment dire dégringolantes. Là, par exemple, la Cour des comptes en 2018 ou 2019, je me souviens plus très bien, avait rappelé à la RMN qu'elle faisait 0,2% de ses bénéfices sur la numérisation des œuvres. C'est-à-dire que ça couvrait même pas les frais de numérisation, donc c'était dérisoire, et qu'il y avait peut-être la nécessité de penser à un autre modèle. Donc on a une valeur marchande finalement des images qui est dégringolante, qui est plus du tout intéressante, et une valeur d'usage potentiel sur Internet qui est bridée par cette redevance de numérisation. Donc c'est un peu dommage. Finalement, on aplatit une valeur d'usage à cause d'une valeur marchande qui pourtant n'est plus vraiment pertinente, en tout cas pour un certain nombre d'institutions. Il y en a d'autres qui voient encore un modèle économique assez stable avec ce fonctionnement. C'est bon pour cette slide, Emmanuel. Ouais. L'opportunité, gain de visibilité.
satisfaction et fierté de partager un patrimoine, évidemment, dans le cadre du service public. Favoriser la créativité et les nouveaux usages. Bon, là, on est évidemment en lien avec les nouveaux publics. Être un point de référence, surtout sur Internet. Ça paraît anecdotique, mais finalement, quand on voit sur Wikimedia Commons, Flickr ou d'autres plateformes, il y a parfois des images de collection, de vos collections, qui sont pas très belles, pour rester poli, qui sont pas de bonne qualité, voire qui correspondent pas à la colométrie scientifique, quand on parle vraiment d'objets très spécifiques. Et du coup, pourquoi pas être justement un peu plus maître de ce qui est partagé et verser soi-même sur Commons pour avoir justement une belle photographie des œuvres qu'on héberge ou des documents anciens. Enfin, il y a un nouveau dialogue avec certains internautes du coup en ligne. Peut faire partie des missions de médiation aussi, voilà, en fonction des priorités. Et ça peut enlever des contraintes de gestion. Alors là, ça va dépendre des fonctionnements internes, mais globalement, lorsqu'on doit répondre, ça existe encore les réponses individuelles à des demandes sur des images. Simplement l'open content, on vous applique une licence libre, c'est déjà expliqué comment et pourquoi on peut utiliser cette œuvre. Et l'internaute n'a pas besoin de faire des allers-retours avec des équipes. En revanche, rien ne l'empêche de dire merci ou d'avoir des précisions à demander. Et là, c'est plus de l'ordre de la médiation que voilà, de la demande systémique. Alors, label dédié, voilà, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais faire rapide. Je ne sais pas combien de temps il me reste, Emmanuel. J'ai trop peur de te faire peur. On va dire que, on va dire que dans l'idée, si tu peux le faire en 5-10 minutes maximum, Parfait. 10 maxi. Je vais faire ça en 10 max. Alors, le label dédié à l'open content, on peut avancer sur la slide. Du coup, globalement, c'est un label qui est basé sur 3 niveaux et qui a pour le but de récompenser toutes ces institutions culturelles qui ont fait fi de la redevance. Du coup, je vous donne un exemple. Les Archives nationales, en 2017, ont décidé de publiquement dire qu'elles renonçaient à la redevance et qu'elles actaient le principe de gratuité pour les images et documents. Bon, il y a des archives qui l'ont fait bien avant. Les archives des Yvelines l'ont fait très tôt, à la suite justement du drame qui avait concerné notre-famille.com. Je sais plus si c'était encore ce nom-là à l'époque, qui avait aspiré du coup toutes les contenus des archives départementales et autres. Et, les archives ont du coup, pardon, réagi de manière très différente. Les archives des Yvelines et d'autres archives, des bibliothèques et des musées ont décidé, de manière plus ou moins discrète d'ailleurs, de faire des politiques d'ouverture, sans se rendre compte que ce qu'ils font parfois, c'est vraiment novateur parce que la loi leur permet de toujours gagner de l'argent sur ces numérisations. Les 3 niveaux, pourquoi? Pour progresser dans l'implication. Ça ne veut pas dire que le 3e niveau est une obligation. Ça veut juste dire il répond à des exigences d'implémentation dans les pratiques métiers qu'il n'y a pas dans le 1er niveau. Donc c'est un niveau ce sont des niveaux qui s'appellent le niveau bronze, argent et or. Sur la slide que vous voyez, alors j'ai fait exprès de choisir des colorimétries différentes, mais c'est pas tant intuitif que ça quand je le regarde comme ça. En fait, la vraie différence, ça va se jouer sur le point d'exclamation. En fait, vous avez un point d'exclamation, 2 points d'exclamation et 3 points d'exclamation. Voilà. C'est un petit peu confusant ce que j'ai fait. Je pense que je modifierai la slide la prochaine fois. Voilà, donc ces 3 niveaux-là, ils sont accessibles. On peut candidater aux 3 niveaux chaque année. Une institution peut candidater au bronze et ensuite évoluer vers l'argent ou l'or. On peut même candidater directement à l'or ou à l'argent si on estime qu'on remplit les critères. Ouais, on peut avancer sur la slide suivante. Pour vous remettre un peu contexte avant de vous parler justement d'exemples d'indicateurs, euh, il faut qu'on complète dans ce label l'idée de l'open content avec l'idée wikimédienne. Pourquoi? Déjà parce que c'est Wikimedia France qui lance le label. Donc, de manière très égoïste, évidemment, on parle des projets Wikimedia. Mais c'est aussi surtout parce que les projets Wikimedia sont quand même très souvent cités comme des exemples assez évidents sur les réutilisations potentielles. Ce ne sont pas les seuls. Mais en l'occurrence, on travaille avec beaucoup d'acteurs du libre comme OpenStreetMap, etc. Et c'est vrai qu'on fait partie des communautés libristes. C'est un fait. Euh, du coup, pour nous, l'investissement d'une institution culturelle dans le libre partage des connaissances et dans la diffusion de leurs collections, il passe potentiellement aussi par le fait de rendre accessible à des communautés en ligne. Et ça va passer par de la contribution au projet Wikimedia dans le cadre du label Culture Libre. Donc ça va être de la contribution à Wikipédia, Wikimedia Commons ou d'autres projets, quel que soit le type de contribution. Donc en gros, le prérequis basique, c'est d'avoir acté une politique d'open content, c'est-à-dire d'avoir mis ses collections en libre accès,
et d'avoir conjugué ça à une contribution au projet Wikimedia, que ce soit une journée contributive, que ce soit une formation en interne, que ce soit une sensibilisation même, une contribution directe des agents, voilà, un versement sur Wikimedia Commons d'un petit corpus d'images, la création d'éléments sur Wikidata, ou etc., etc. Donc il y a plein de possibilités à ce niveau-là. Au niveau bronze, finalement, le plus difficile, c'est la politique d'open content. Quand on dépend d'une tutelle, d'une collectivité, par exemple, bah, il faut souvent faire passer ça par des conseils d'administration, etc., des conseils municipaux, pardon, des conseils de région. Et là, il y a une décision à prendre sur les licences à utiliser. Et c'est là où ça peut prendre le plus de temps. Et il y a des enjeux politiques, évidemment, sous-jacents. Je ne sais pas si à ce stade, j'ai pas envie d'aller trop vite. Est-ce que c'est clair globalement, ou est-ce que il y a un doute sur le rôle du label? Alors, je veux bien que les gens disent oui très fort parce qu'en fait, du coup, comme je partage mon écran et que je suis en télétravail obligatoire, je ne vois pas trop la conversation. Donc, est-ce que tout le monde est OK? Si vous pouvez Ok, secouer ça a si l'air tout le d'aller. monde, ça a Parce que l'air je sais d'aller. que Voilà. ça va vite. Il y a beaucoup d'informations, mais après, voilà, il peut y avoir des questions, il n'y a pas de souci. Le niveau bronze, globalement, ça répond à des indicateurs que vous voyez justement, indicateurs indispensables. Ce que vous voyez, le bandeau en haut, donner et faciliter l'accès au contenu libre, ce sont des principes. Ça va pas servir pour l'analyse des candidatures, mais les principes, ils servent à classer les indicateurs. C'est les principes auxquels on doit répondre en tant qu'institution culturelle. Et ces principes-là, vous allez les retrouver dans une charte qu'on appelle la charte d'engagement du label Culture Libre. C'est une charte qu'il faut lire et signer avant de déposer le dossier de candidature. Donc c'est pour ça que vous allez retrouver souvent ce petit bandeau en haut. C'est une sorte de repère pour dire, mais à quoi servent ces indicateurs, dans quels principes et dans quelles valeurs ils s'inscrivent. C'est juste un rappel de ça. Donc vous avez les indicateurs indispensables que vous voyez au niveau bronze et vous avez la méthode d'évaluation en dessous du jury. Ça, ces informations, vous allez les retrouver dans le guide pratique du label qui est disponible sur le site de Wikimedia France. On peut aller à la slide suivante, Emmanuel. Vous avez eu 16 GLAM labellisés en 2023. Vous avez eu donc plusieurs bronzes, des argents et de l'or, un mélange de plusieurs comment dire, institutions culturelles, sachant que aujourd'hui, mais en 2024, il n'y a pas eu d'or. Donc les deux institutions qui sont en or sont les Champs libres de Rennes, notamment grâce au travail de la bibliothèque et surtout du musée de Bretagne, et le musée Saint-Raymond de Toulouse. Voilà, ils sont très fortement investis dans les projets Wikimedia. Alors, il faut savoir qu'il y a eu des labellisations argent qui sont très, très, très proches de l'or, voire des labellisations bronze qui pourraient valoir l'or en termes d'investissement dans les projets Wikimedia, mais qui le ratent à cause de la qualité des images, parce qu'il y a une politique de restriction sur cette qualité. Donc voilà, c'est des détails, mais c'est important de savoir que vraiment, ce sont des critères euh, définitifs. Alors, pour quelles utilisations le label? C'est ce qu'on va voir rapidement. Quand on est récompensé par le label Culture Libre, évidemment, c'est un macaron qu'on peut apposer sur les pages. Je vous ai donné des exemples justement de où est-ce qu'on peut les mettre. On peut les mettre sur les sites des collections, on peut les mettre dans les CGU, on peut le mettre sur le site institutionnel. Parce qu'en fait, ça dépend vraiment des usages de ça. Que vous le savez, hein, toutes les institutions culturelles n'ont pas du tout le même modèle. Donc à vous de voir si c'est un élément de communication du coup qui peut être plus intéressant sur les CGU ou plutôt en page directement. Je sais que le musée de Bretagne, ils ont créé une page spéciale sur l'open content où on voit où ils expliquent toute leur démarche en fait, et il y a un accès au label Culture Libre. Donc en fonction de la taille de l'institution, de la taille du site, voilà, et de la pertinence. Vous voyez que là sur le musée Saint-Raymond, je crois que c'est le musée Saint-Raymond que j'avais mis, ouais, bien Toulouse. Tout en bas, ils l'ont mis au milieu des autres macarons et des labels qui existaient. Donc on est sur le footer du site web. Ce sont des usages que je trouve très pertinents personnellement parce qu'il y a quand même une signalétique pour le public. Je vous ai pas précisé, je termine avec ça. La slide que j'ai laissée sur les 16, je pensais que c'était une autre slide que j'avais mise à jour, c'est bizarre. Il y en a 24 aujourd'hui délabellisés avec l'année 2024, donc il y a eu deux éditions. Là, en 2025, ça va être la troisième édition du label Culture Libre. Aujourd'hui, donc, on a 24 institutions culturelles qui sont labellisées et les candidatures sont ouvertes. Elles sont déjà ouvertes. Elles fermeront théoriquement le 15 février,
Mais en l'occurrence, comme la journée Wikimedia, je la ferai probablement plus tard que d'habitude, je pense que je vais décaler la date de fermeture vers mars. Donc j'informerai voilà, de manière très large sur cette clôture. Mais voilà, vous pouvez candidater à n'importe quel moment à partir de maintenant. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça a été assez clair. Oui, je pense. Alors, on avait deux questions, je les pose quand même maintenant. Enfin, deux questions. Une réflexion. Alors, je suppose que l'opportunité, c'était d'ouvrir les contenus. Et là, c'était sur les métadonnées que la réflexion portait, et pas uniquement la qualité de l'image, mais la qualité des métadonnées. Et une question de Mohamed Taha à l'INRAE. Doit-on renouveler la candidature chaque année, même si nous ne changeons pas le type de label? Ouais, très bonne question. En fait, le label est valable pour 3 ans. Après, il faudra renouveler la demande. Les jurys réétudient. Sachant que si le jury observe qu'une direction, par exemple, pour la décision de faire marche arrière sur une décision d'open content et qu'il annule complètement le process, on va pas attendre les 3 ans pour retirer le label, évidemment. Mais le label est valable pour 3 ans et juste à renouveler au bout de 3 ans. Ok. Merci beaucoup. Alors du coup, on va partir sur un échange à présent avec nos deux collègues lyonnaises. Et alors, je vais leur demander du coup de faire encore plus vite que ce qu'elle était censée faire vite. Mais c'est comme ça, c'est le jeu de ce numéro-là. De présenter peut-être rapidement juste d'où vous parlez, donc parler un petit peu des collections très brièvement. Et peut-être, je ne l'avais pas marqué, mais je pense que ça vous embêtera pas de le dire, le niveau de label sur lequel vous avez candidaté, c'était affiché sur la style, mais comme c'est allé très vite, je pense que vous pouvez peut-être le rappeler. Anne-Marie, je veux bien que tu commences Oui, si tu le veux bien. oui. Alors, Archives municipales de Lyon, très très rapidement, on conserve les archives publiques de la ville de Lyon sur ses domaines de compétences. Et puis, on va conserver également des archives privées, icono, audiovisuelles et des ouvrages qui tournent autour de l'histoire de Lyon. Donc, tout ça, ça nous fait un petit peu plus de 17 km et demi de documents. Et donc, nous, on a candidaté sur le label niveau bronze et on venait de s'engager dans les processus d'ouverture des données culturelles. Merci, tu es parfaite. Alors Marion, faut être tout aussi parfaite. Alors, la bibliothèque municipale de Lyon, c'est 16 bibliothèques pour un peu plus de 420 agents, qui fait référence aussi dans le domaine patrimonial à l'échelle des bibliothèques municipales de France, et c'est 2 800 000 documents patrimoniaux conservés. Sur la bibliothèque numérique patrimoniale qui s'appelle Numelio, c'est 400 000 à peu près documents qui sont mis en ligne, qui vont du 5e siècle au 21e siècle. Et nous avons candidaté au label Culture Libre en 2023. On avait fait une candidature sur le niveau bronze et l'argent nous a été décerné après l'étude du dossier. Voilà. Bravo. Formidable. Donc du coup, alors je vais pas prendre la question tout de suite, mais on y arrive. Je suppose que c'était, oui, voilà, on va arriver sur les ateliers de médiation et les travaux qui sont faits avec les utilisateurs, etc. Donc un tout petit peu de patience. Donc là, la première intervention, peut-être on était parti sur cette idée de, alors on va faire la double question, c'est pourquoi candidater et qui candidate, c'est-à-dire au sein de vos structures, qui s'empare de ce dossier-là? Une personne, un groupe projet, une équipe? Comment ça se passe alors officiellement, officieusement, puisqu'on sait bien aussi qu'il y a la volonté des personnes qui fait beaucoup, mais voilà, si vous pouvez nous dire un petit mot du pourquoi et du qui dans vos institutions respectives, et puis Xavier pourra bien évidemment compléter vos propos. Marion, si tu veux garder la parole comme tu veux. Eh ben, alors, le qui, évidemment, c'est toujours porté par quelques personnes, mais il y a dans l'idée que le service de la bibliothèque numérique s'appelle Bibliothèque numérique et ouverture des données culturelles. Donc, notre service, composé de 6 personnes, a vraiment cette volonté de porter l'open content, et les activités de la bibliothèque municipale de Lyon en lien avec Wikipédia, c'est quelque chose qui était pratiqué depuis longtemps à la bibliothèque. J'ai vu que Carole Duguy était présente, mais c'est elle qui a initié et travaillé avec le réseau des Wikipédiens lyonnais. Donc, il y avait
vraiment à travers la candidature et le dossier, la volonté qu'on porte et qu'on identifie les actions autour de la culture libre au sein de la bibliothèque. Voilà, pour faire rapide. Merci. Je te laisse, Anne-Marie. Alors, au niveau des archives municipales, moi, je suis une convaincue des données ouvertes depuis 15 ans, en fait, dans mes différents postes, hein, puisque j'ai eu différents postes aux AD du Rhône, au Musée des Confluences et aux archives municipales de Lyon. Et donc, en fait, quand je suis arrivée et que j'ai vu qu'il y avait toute une série de redevances payantes avec un panel de cas d'usage complètement dingue, ben, j'étais un peu désespérée en me disant, ben voilà, c'est encore raté. Et puis finalement, on a évolué au sein du service et je pense qu'il faut remercier à la fois le directeur Louis Fèvre-Darcier, ma collègue de la com Aurélie Chalamel et moi qui ai poussé en fait vraiment la candidature, c'est moi qui l'ai poussée là, je peux le dire. On n'est que 35 hein, aux archives municipales, donc c'est pas une grosse structure comme l'ABM. Et donc en fait c'est important d'avoir des gens extrêmement motivés et un peu formés aussi sur la réutilisation des informations publiques et qu'est-ce qu'on peut faire, les nouveaux usages des publics et être convaincu que ça va nous apporter un certain nombre de choses et surtout qu'on a déjà des pratiques d'ouverture sur les réseaux ou sur des sites internet, etc., mais qu'on n'est pas du tout conforme dans les licences qu'on utilise. Mm, mm. Merci. Alors, je pense que Xavier pourra aussi intervenir. Je vais joindre un peu les questions. Justement, on parle alors, une personne qui arrive et qui est déjà convaincue de cette ouverture nécessaire des données et des contenus, de groupes de personnes. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être un peu de l'éventuel travail qu'il a fallu faire peut-être en interne pour convaincre, et alors convaincre qui? Les équipes, la direction, les tutelles, les publics, enfin voilà, peut-être différents niveaux de communication autour de ces enjeux-là, et puis peut-être nous dire aussi de fait du mot quelle licence choisie et comment elle a été adoptée par qui de manière voilà, institutionnelle. Est-ce que c'était conseil municipal, direction, etc. Bon, il n'y a pas peu de suspense pour une ville, des établissements ville de Lyon, mais juste voilà, peut-être nous redire un mot un peu de toute cette chose-là, c'est-à-dire quelles licences on choisit et comment on convainc et est-ce qu'on a à convaincre? Peut-être que là, on se pose la question entre nous. Je ne sais pas s'il y a vraiment à convaincre et qui il faut convaincre du bien fondé de cette ouverture-là. Peut-être Anne-Marie? Alors, je pense qu'il faut distinguer deux choses sur les gens qui voudraient candidater pour le label. En fait, il y a une première démarche qui est une charte d'engagement à faire signer par la direction de l'établissement culturel et non pas la tutelle. Donc ça, c'est important. Et c'est important d'engager justement quelqu'un au-dessus de soi dans cette démarche-là. Et ensuite, le dossier lui-même peut être rempli au niveau de la personne qui porte le dossier. Donc moi, c'est moi qui complétais le dossier et je l'ai fait valider au sein de la direction. En parallèle, on a bien entendu contacté la direction des affaires culturelles et notre élu à la culture pour faire des notes sur l'open data, l'open content, pour les informer de ce qu'on souhaitait et obtenir quand même leur validation. Et on a fait ensuite, on a adopté la licence ouverte Etalab qui a fait l'objet d'une délibération municipale. Cette délibération est un peu ni fait ni à faire, je ne devrais pas le dire, mais c'est un peu le cas parce que en parallèle, on avait encore des redevances de réutilisation avec l'héritier de notre famille qui s'appelle Philae. Et donc, en fait, il fallait inclure ça, ce qui fait que c'est une délibération qui est assez bâtarde, mais qu'on refera sans doute re-rédiger ou repasser un peu plus tard quand on sera sorti de ça. D'accord. Et pour Lyon, du coup, c'était... Enfin, pour Lyon. On est toujours à Lyon. Pardon, désolé pour Oui. la BML, pardon. Alors, pour la bibliothèque, en fait, on utilise la licence ouverte pour les documents qui sont dans le domaine public. Ça a été généralisé en 2016, cette utilisation, sous l'équipe de direction de Gilles Eboli. Après, toutes nos métadonnées, elles sont en CC0. C'est bien mentionné dans les CGU de notre site internet. Après, sur la méthodologie pour remplir le dossier, en fait, ça a été essentiellement porté par la conservateur détachée de l'État en charge de la bibliothèque numérique et de l'ouverture des données culturelles. Et en gros, avec ma collègue Virginie, on s'est appuyé sur toutes les activités menées par la bibliothèque pour remplir et donner des exemples en fonction des critères du dossier culture libre.
Et peut-être avant justement de passer à ces ateliers que vous avez faits, ou en tout cas à toutes ces pratiques aux projets divers de Wikimedia et de la sphère Wikimedia que vous faites, on y arrive là. Mais comme on a quand même le temps, parce que vous êtes hyper concises toutes les deux, justement, est-ce que quand même il y a eu est-ce que c'est tombé sous le sens? Parce que je suppose quand même que c'est du temps pour remplir ces dossiers-là. Est-ce que au sein de vos équipes, on vous dit, enfin, est-ce que la question c'est, mais en fait finalement, enfin, très bien, on a déjà ouvert nos données, on a déjà ouvert nos contenus, enfin, voilà, on le fait très bien. On participe. Pourquoi ce label? Pourquoi tu vas passer du temps sur ce projet-là? Est-ce que c'est des questions qui vous ont été posées? Est-ce que c'est tombé sous le sens, en fait, finalement, que ben oui, effectivement, c'était un label qui comptait. Comment ça s'est passé un peu dans vos équipes respectives? Alors nous, je dirais qu'on avait la volonté, à travers l'obtention du label, de formaliser et d'institutionnaliser déjà un travail qu'on faisait. Et que du coup, ce label apporte une reconnaissance, apporte aussi la mise en réseau de compétences, parce que du coup, on n'est plus tout seul dans notre petit coin à faire nos activités, mais on fait vraiment partie d'une équipe d'institutions pour laquelle le travail est reconnu dans ce sens-là. Donc, il y avait, quand on a eu ce projet et quand on l'a poussé, c'était vraiment, non pas pour dire qu'on allait faire quelque chose de supplémentaire, mais pour essayer de mieux formaliser et même en interne, de mieux porter ce projet et cette idée de valeur partagée autour de la culture libre dans l'institution. Mm, mm. Alors, du côté des archives municipales, comme on était engagé depuis beaucoup plus récemment, c'est un petit peu différent de mon point de vue. Nous, on a passé en fait une convention, ce qui n'est pas obligatoire pour le label, hein, une convention avec Wikimedia France dans laquelle on s'est engagé sur un certain nombre d'actions et on s'est appuyé là-dessus. Ça nous a paru quelque chose de logique, une prolongation de cette convention. Et moi, ça fait plusieurs années que je vais à la journée culture et numérique. Je vous conseille fortement d'y aller parce que c'est vraiment un super réseau et il y a de très très bonnes présentations. C'est à l'INHA à Paris. Et puis, en parallèle de cette histoire de s'appuyer sur la Convention et de faire reconnaître le début d'une démarche, l'adoption licence libre, les ateliers qu'on intègre dans de la médiation permanente, on va y revenir. C'était aussi la technique du pied dans la porte que je vous conseille très fortement. En fait, quand vous voulez passer à de l'open data ou à l'open content, ben, ne demandez rien. Donc moi, je l'ai porté vraiment un peu toute seule parce que de toute façon, il n'y a pas d'équipe autour de ça en disant ben, on y va, on prouve qu'on peut faire. Et ensuite, on peut franchir d'autres étapes. Donc, on l'a fait sur l'open data en publiant un fichier en open data sans rien demander à personne. Et maintenant, il est sur Data Grand Lyon. Et pour le label Culture Libre, on a informé, mais on n'a pas demandé l'avis à qui que ce soit. On y est allé, on a postulé, et puis on a été choisi. Et je pense que c'est une super technique pour ensuite pousser davantage dans la collectivité. Merci beaucoup. Alors justement, il y a une question sur et puis j'arriverai, j'ai mal lu la question de notre collègue, je m'en excuse, de la médiathèque d'Oulin, mais je la prendrai juste après. Donc là, justement, on est sur le versement des contenus. Et donc, alors je suppose que ça doit être à la Bibliothèque du patrimoine de Clermont. Mais est-ce que C'est Bordeaux. lorsqu'on... C'est De... Bordeaux. C'est Bordeaux. C'est écrit Clem Patrimoine, c'est pour ça que j'avais un doute. OK. Donc, ils sont C'est le dépositaires... Pardon? un projet de photographie donc stéréoscopique. Donc c'est des photographies en 3D. Nous en fait on les numérise, on les archive, on les indexe. Et en fait ça peut nous arriver de fonds publics comme de fonds privés. Et donc parfois on a des conventions de collectionneurs qui refuseraient que ce soit après mis comme ça en Wikimedia. Mais on a quand même une bonne partie qui appartiennent au Clem, donc à nous. Et donc, je voulais savoir si on pouvait candidater en ne déposant que ceux sur lesquels on a la main, quoi. Alors, du coup, peut-être Xavier? Oui, je vais me permettre de répondre du coup. Merci pour la question parce que elle est loin d'être isolée. Concernant énormément d'institutions, évidemment, à partir du moment où il y a des ayants droit, on peut pas faire tout ce qu'on veut avec les images. Donc, on a bien conscience. Par exemple, le musée de Bretagne a des collections qui sont dans le domaine public. Ils les ont placées sous CC0, il me semble, celle-ci, qui est une licence Creative Commons, et d'autres où il y a des ayants droit. Et à ce moment-là, ils ont une personne qui est dédiée pour la négociation des licences pour lorsqu'il y a des ayants droit, photographes ou autres. Évidemment, cette partie-là ne peut pas être dans le domaine public. Donc nous,
notre travail, il concerne essentiellement le domaine public. Et lorsque c'est domaine public, évidemment, l'institution est censée être plus que propriétaire, elle a les droits. J'en profite justement pour faire une petite nuance, c'est-à-dire qu'on parle souvent de propriété des droits. Parfois, il y a une confusion entre le fait qu'on a une donation, en fait, ou qu'on gère les collections d'une personne, qu'elle soit morte il y a moins de 70 ans ou encore vivante, et en fait, il n'y a pas eu de contrat de cession de droit. On est propriétaire, voilà, comme ça, mais en fait, on n'a pas réellement des droits d'utilisation parce il n'y a pas eu de contrat de cession de droit qui stipule noir sur blanc que la personne cède l'entièreté des droits patrimoniaux sous la forme de licences Creative Commons, etc., etc., etc. Ça, c'est quelque chose qui est très important d'avoir. Mais à la question, est-ce que oui, on peut candidater sur la base de tout ce qui est dans le domaine public? Évidemment, parce que sinon, ça voudrait dire qu'on tournerait le dos à toutes les institutions qui ont à la fois du domaine public et des collections privées. Ouais. Alors, je vais juste, pardon, Je Anne-Marie, tu je voulais voulais juste ajouter. ajouter un autre cas, en fait. Il peut y avoir des fonds, par exemple, ou des collections, peu importe, hein, pour lesquels, en fait, on a le droit de gérer de gérer leurs droits patrimoniaux et d'autres, pas du tout. En fait, ce qui est important de comprendre, c'est quand vous allez mettre sur Wiki, il faut aussi qu'on puisse réutiliser commercialement. Et c'est là où ça peut poser problème. Nous, on a par exemple le fonds photographique des transports en commun lyonnais. Il nous autorise à en faire ce qu'on veut, y compris mettre sur Wiki, et on sait que ça peut être réutilisé commercialement. En revanche, on a un fonds photo de Jean-Paul Tabet avec une interdiction, y compris pour nous, de réutilisation commerciale. Donc voilà, il faut faire très attention aux droits qui sont existants et en fait tabler principalement, et là en fait on a beaucoup de matière déjà, sur ce qui est nativement dans le domaine public. Merci beaucoup. Alors, le temps file, donc je vais aussi proposer de répondre à Xavier juste à la question qui était auparavant, et comme ça, on pourra passer tout de suite à la partie médiation et atelier. Une collègue d'Oulin qui demande si il faut qu'il y ait forcément collection patrimoniale, puisqu'ils organisent des ateliers de médiation, mais non pas de collection patrimoniale en propre. Est-ce qu'ils peuvent candidater au label? Je te laisse répondre. Alors, ouais, le label, la condition première, c'est d'avoir des collections et d'ouvrir les collections. C'était surtout pour féliciter et récompenser, chose que personne ne fait, puisque l'État ne préconise pas cette ouverture, l'ouverture des collections. Donc, si vous n'avez pas de collection en propre, malheureusement, la seule et unique contribution, ce qui est déjà beaucoup, c'est pas pour minimiser, au projet Wikimedia ne peut pas donner droit au label. Ça n'empêche que depuis de nombreuses années, je réfléchis à une manière de valoriser autrement les contributions au projet Wikimedia elles-mêmes, au-delà des journées Wikimedia Culture et Numérique. Merci beaucoup. Et alors, du coup, sur ces ateliers, justement, on y arrive et on y arrive bien, puisqu'il nous reste quand même un tout petit quart d'heure, moins quelques minutes. Justement, qu'est-ce que vous organisez entre, alors on va dire équipe, public, quel public, des publics plus experts, moins experts? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce que vous organisez chacune dans vos établissements? Je vais laisser la parole à Marion. Oui. Alors, déjà, dans nos missions à nous, on essaye de prolonger ce qui est nativement des missions naturelles de la bibliothèque, donc de validation de l'information et de la mise à disposition des contenus pour les usagers, ce qu'on fait tous les jours. On essaye de lui donner un prolongement dans nos actions professionnelles sur Wikipédia. Ça, c'est un premier point. Ensuite, à destination des publics, on porte plusieurs projets et ils ne sont pas nécessairement portés par le service de la bibliothèque numérique et de l'ouverture des données culturelles. On travaille en réseau avec les collègues et notamment les espaces numériques pour proposer des ateliers. Je citerai en particulier les éditatons. On essaye d'en organiser un par an. Je vais y arriver. Le prochain aura lieu en mars et il sera sur les femmes scientifiques.
Donc, à tous ceux qui voudraient s'initier et tester, la porte est ouverte. On organise aussi des ateliers plus ludiques en mode DIY où on propose des fabrications d'objets type badge ou aimant en utilisant les images libres et des logiciels libres pour permettre aux différents participants de repartir avec une production personnelle. On essaye aussi, et ça sera la deuxième qu'on va organiser en début d'année, d'organiser des conférences tout public. La prochaine sera sur les inégalités de genre dans Wikipédia et dans l'enseignement supérieur. Elle aura lieu pour la Saint-Valentin et elle sera organisée avec Delphine Montagne qui est wikimédienne en résidence à l'Urfist de Lyon 1 et Florence Françon qui est chargée de la mission égalité à l'ENS. Donc voilà, on a tout un panel de propositions et je vais laisser Anne-Marie rebondir sur la suite. Alors, aux archives municipales, on a décidé, dans le côté pied dans la porte, on a mis en place à partir de 2021 une programmation de médiation adulte. On n'avait que de la médiation scolaire, périsco, étudiants, etc. Et donc, la médiation adulte, c'est pour des gens qui viennent de manière individuelle. Et on propose plein d'activités différentes, des ateliers plus ou moins ludiques, des conférences, voilà, des choses différentes. Et c'est dans le cadre de cette médiation adulte qu'on propose 2 fois par an en général. Au maximum, on a fait 3. Des ateliers au début, c'était des ateliers de 3 heures et on est vite passé la deuxième année à la demande des Wikipédiens à des éditatons d'une journée entière, avec une pause le midi, hein, je vous rassure. Et donc, en fait, les thématiques sont choisies conjointement par l'équipe de Wikimédiens lyonnais. On a la chance d'avoir une équipe absolument géniale qui s'appelle la Cabale de la Quenelle, dont font partie, par exemple, Lucas Lévesque, qui est un des formateurs Wikimédia France, et d'autres personnes vraiment très motivées, très sympathiques. Voilà, ça fait beaucoup de bien. Et donc, sur les premiers temps, on avait décidé de travailler sur les transports en commun parce que ça passionnait tout le monde. Donc, on a fait plusieurs séquences. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, on va quand même un tout petit peu changer. Donc, on a travaillé sur les paysages lyonnais, donc en fait des vues un peu globales. On a ensuite travaillé sur les portraits. Là, il y a toujours matière, c'est vraiment facile. Et puis là, le prochain, c'est en janvier avec la BML. Là, c'est notre premier atelier éditaton conjoint. On va travailler à la fois sur les signatures et on compte bien les rentrer dans Wikipédia pour qu'elles apparaissent ensuite dans les infobox, dans Wikidata, pardon, pour qu'elles apparaissent dans les infobox de Wikipédia. Et en parallèle, on va travailler sur les ex-libris, les marques d'éditeurs sélectionnées par Marion pour cet éditaton. Voilà, donc ça, on a entre 10 et 15 personnes à chaque fois. Il y a des gens qui ne peuvent pas rester toute la journée puisque les bénévoles doivent poser des jours, en fait, hein, dans les Wikipédiens lyonnais, ils doivent poser des congés pour être avec nous. Donc, c'est quand même une contrainte un petit peu forte. Au niveau des collègues, c'est toujours un petit peu plus délicat à motiver puis à dégager du temps, mais il y a toujours des collègues qui viennent et en général, ils sont ravis quand ils ont découvert. On a rédigé des petits tutos aussi, des pas à pas pour intégrer des images et puis aussi des listes de Wikicode pour faciliter les gens qui saisissent pas mal de Wikicode, aussi bien sur Wikicommons, sur Wikipédia. Donc voilà, on fait ce genre de choses. Est-ce que je peux me permettre d'anticiper, parce qu'il nous reste quelques minutes et j'ai peur que vous n'en parliez pas, alors que ça vous avait semblé en préparant le rendez-vous assez intéressant à dire. Est-ce qu'on peut parler justement de ces communautés expertes et de la valeur ajoutée qu'elles ont pour l'enrichissement aussi des projets Wiki et notamment l'école du Louvre avec laquelle vous êtes Oui. toutes deux en partenariat? Si vous pouvez juste en dire 2 mots. Je laisse Marion? Marion, pardon. Oui, Elle alors, t'a dit oui spontanément. Je me suis dit, oui, elle va oui, enchaîner, mais non, elle s'est arrêtée. oui, j'ai pas osé. En fait, on a la chance, Anne-Marie l'a dit, d'avoir une communauté wikimédienne très active à Lyon avec des experts sur les différents projets, que ce soit Wikipédia, Wikidata, Wikisource, le Wiktionnaire. Et du coup, sur place, vraiment en local, on a l'occasion d'avoir tous les renforts qu'il faut pour se former nous et accompagner des publics, voire des publics spécialisés.
en effet, à l'école du Louvre, ils ont un cours dédié maintenant pour apprendre à la contribution sur ces outils libres. Et on nous propose, nous, en tant qu'institution culturelle, de proposer des sujets que ces étudiants travaillent et pour lesquels ils créent du contenu, que ce soit sur Wikicommons en versant des images de nos collections, mais aussi sur Wikipédia en créant et en améliorant et modifiant de nombreux articles. Donc il y a vraiment une volonté de mettre en lien les différents acteurs autour de la sphère culturelle et de faire avancer et de développer la connaissance sur les outils wiki. Anne-Marie, si tu veux Oui, donc cette compléter. année, moi, c'est la première contribution officielle avec l'école du Louvre. L'an dernier, ça avait été un petit peu indirect et parce que c'était indirect, ça s'était passé moyennement. Puis il y a des groupes d'étudiants beaucoup plus motivés, beaucoup plus actifs que d'autres à l'école du Louvre. Et donc nous, cette année, on vient de démarrer là sur l'hôpital de la Charité, à la fois améliorer l'article existant qui est faible et intégrer des images puisqu'il en manque plein et que nous en avons quand même beaucoup. Donc voilà, on vient de démarrer, il y a des pages projets sur lesquelles on se suit et on fait des réunions de coordination. Donc il y a eu la réunion de démarrage, il y aura une réunion au milieu, une réunion à la fin, fin janvier, début février. Et puis ensuite, c'est eux qui rendent leur travail et qui sont notés dessus. D'accord. Et alors, du coup, c'est toujours, j'aime bien, c'était un très bon numéro parce qu'on a plein de frustrations puisqu'on arrive quand même sur les dernières minutes du numéro. Donc, c'est parfait. Ça veut dire que c'était tout à fait passionnant. Juste pour nos participants, je le rappelle, c'est un numéro qui dure 1 heure. Ça ne veut pas dire que les échanges s'arrêtent. Ça veut juste dire qu'on vous présente 3 personnes avec qui vous pouvez dialoguer et commencer justement à travailler sur les sujets qu'on aborde. Donc, n'hésitez pas à nous demander leurs coordonnées. Je pense qu'ils seront bien volontiers d'accord pour continuer les échanges avec vous. Et donc, pour terminer ces quelques minutes qu'on a, juste si vous aviez un mot chacune et chacun alors on terminera par Xavier pour voir s'il est le bon ambassadeur du label Culture Libre, enfin une phrase pour nous dire pourquoi il faudrait, en tant qu'institution culturelle, candidater à ce label. Voilà, qu'est-ce qui tout de suite viendrait en tête si on vous dit qu'est-ce que ça vous a apporté, pourquoi il faut candidater en tant qu'institution à ce label? Anne-Marie, je sens que tu es prête. Moi, le mot, c'est fierté parce qu'il faut bien il faut bien être conscient quand même, ça demande un investissement, une certaine énergie à la fois personnelle et institutionnelle. Donc, je ne résiste pas au fait de vous montrer quand même le petit diplôme que vous obtenez quand vous avez le label. Et pour moi, c'est une logique aussi de service public. Voilà, fierté, service public. Merci beaucoup. Marion, peut-être, si tu veux. Je rejoins Anne-Marie sur ces deux termes. Je dirais que à l'échelle d'un établissement aussi grand que le nôtre, ça permet aussi de formaliser des actions, de les institutionnaliser et de porter un tel projet à l'échelle de l'établissement et pas uniquement comme un projet de service ou un projet qui engagerait quelques personnes. Je dirais aussi que c'est important pour nous, pour construire une relation solide avec les acteurs de la culture libre à l'échelle du territoire. Et j'espère qu'à terme, ça nous permettra aussi d'avoir des arguments pour obtenir des financements pour des projets plus globaux et notamment, par exemple, pour une résidence wikimédienne à la bibliothèque et aux archives ou avec d'autres institutions lyonnaises qui seraient labellisées. Je laisse à Xavier voilà, la petite phrase côté Wikimedia et comme ça lui permettra, je l'espère, de redire la date de fin de candidature aussi pour nos participants. Merci Manuel, mais du coup, la date de fin n'est pas encore fixée. Ah, ok. Officiellement, aujourd'hui, c'est le 15 février de chaque année. Mais encore une fois, je pense que nous allons la décaler, peut-être à mars, justement au 15 mars. En tout cas, si les dossiers sont déjà prêts pour 15 février, je suis preneur. Il y a un accompagnement sur ces dossiers. Voilà, vous pouvez me joindre. Je vais créer un groupe de bénévoles. Si l'année dernière, on avait 3, 4 bénévoles qui étaient avec nous pour vous accompagner, pour faire une sorte de tutorat sur la candidature. C'est pas si long que ça. Enfin, Anne-Marie et Laurent Non. pourront confirmer, ça peut être un peu prenant, mais c'est pas si long que ça.
simplement terminer par le fait que les meilleurs ambassadeurs, comme je l'ai déjà dit, Emmanuel, c'est forcément les institutions. Nous, on est une petite asso, on a créé ça vraiment par rapport à nos valeurs et celles qu'on partage avec ces institutions-là. On a vu que c'était pas du tout des politiques favorisées par l'État. Ce sont des politiques sur lesquelles ce sont des agents culturels qui s'engagent le plus souvent, pas toujours soutenus par les directions. Parfois, ce sont les directions qui sont convaincues et elles doivent convaincre leurs collaborateurs. C'est une autre histoire. Mais vraiment, si vous avez un pied dedans dans l'open content, si vous êtes convaincu que c'est l'utilisateur, l'usager et vos publics qui sont le plus importants, n'hésitez pas à rentrer dans ce process. L'open content peut se faire sans label, mais le label, ça peut aider à vous guider sur vos actions à mettre en place. Donc, quoi qu'il en soit, moi, je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup à tous les trois. On est pile dans les temps. Merci beaucoup à Juliette Boutin de m'avoir aidé sur ce numéro. Merci vraiment à tous les trois de vos partages d'expérience. C'était passionnant. Je suis sûre que vous aurez plein de questions. Vous avez mis vos mails dans le chat, mais si jamais vous avez besoin, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous les transférerai. Le prochain 11-12, donc c'est le 12 décembre sur la place de la bibliothèque dans la Cité. On vous espère nombreux et dynamiques comme d'habitude. Et puis, n'hésitez pas à déposer vos sujets que vous voulez voir abordés pour les prochaines années à venir. En tout cas, on a plein de sujets à traiter. Et avec Juliette, on essaye de préparer un anniversaire surprise. On ne sait pas encore si ça sera un nombre de numéros, un nombre d'années à fêter. Mais en tout cas, voilà, c'est un plaisir de nous retrouver ici un jeudi par mois. Et merci beaucoup à toutes et tous. Et du coup, très bon appétit. Merci Merci. tout le monde, merci Merci. Emmanuel. Bonne journée. Bonne Au journée à vous. revoir. Au revoir.